Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité. Tout au long de cette semaine, nous l'ouvrons par la religion. Les étudiants pasteurs de la 8e promotion de l'Institut biblique et théologique Vision Afrique ont été ordonnés et gradués ce lundi 16 mai dernier à l'église EPM, 6 dans la commune de Cocody, les deux plateaux. 73 nouveaux pasteurs ont ainsi eu le diplôme en présence de parents et amis. Suivons ce reportage. L'église EPEM des deux plateaux Vallon a servi de cadre le lundi de Pentecôte pour la cérémonie d'ordination et de graduation de la 8e promotion des étudiants pasteurs de l'Institut biblique et théologique Vision Afrique. Venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, les parents, amis et connaissances étaient nombreux à prendre part à cette belle fête. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur joie en hissant des pas de danse en l'honneur de l'Éternel sous la houlette de la chorale Gédéon. Plusieurs intervenants se sont succédés à cette occasion pour prodiguer de sages conseils aux récipiendaires, dont le pasteur Jean-Tano Fofo de la France, parrain de la cérémonie. Cherchez Jésus dans la prière, humiliez votre cœur, marchez humblement. Ne cherchez pas la gloire. Et là, parce que si tu cherches la gloire, les gens qui vont t'élever aujourd'hui en haut, demain ce sont les mêmes qui vont te casser. Donc, cherche à ce que la renommée de Jésus-Christ aille beaucoup plus loin. Si tu cherches la renommée de Jésus-Christ, tu ne vas pas faillir, tu vas réussir dans la mission. Et vous allez voir que, quel qu'en soit l'endroit où vous allez, les gens vont vous ouvrir les portes. Aussi, le président de l'Institut biblique et théologique Vision Afrique, le docteur Silas, a rappelé aux pasteurs ordonnés et gradués de préserver leur témoignage et de prêcher l'évangile authentique. Dans son intervention, le docteur Silas a également mis l'accent sur la formation. Pour lui, l'onction seule ne suffit pas. Pour l'exercice du ministère, il faut être formé. On parle aujourd'hui de globalisation, de mondialisation, de renforcement des capacités. L'Église doit sortir de l'enfantillage spirituel pour entrer maintenant dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi la nécessité de se faire former s'impose à chacun de nous. La formation est très importante. Celui qui n'est pas formé, il est déformé. Car lorsqu'on est formé, on est aguerri. Quand on est formé, on est délivré des coloquins qui sont sauvages. Quand on est formé, on avance en eau profonde pour produire des œuvres dignes de notre Dieu. Rappelons que plusieurs illustres invités ont honoré cette cérémonie de par leur présence. Enfin, cette célébration s'est achevée par la remise des diplômes aux récipiendaires. La prochaine rentrée de l'Institut biblique et théologique Vision Afrique est prévue pour le 18 juillet 2016. Nous restons toujours en religion et dans la ferveur de la graduation pour les étudiants pasteurs. Les étudiants de la 12e promotion de l'Institut biblique et théologique dirigé par le docteur Albert Adadé ont reçu leur diplôme ce lundi 16 mai 2016. Cette cérémonie s'est déroulée dans la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan. Revivons ensemble les temps forts. Le Seigneur s'est encore glorifié ce lundi 16 mai 2016 à travers la cérémonie de remise de diplôme et d'ordination pastorale de la 13e promotion de l'Institut théologique et pastoral, à savoir The Freedom Covenant Seminary Côte d'Ivoire. Une belle cérémonie haut en couleur marquée par des moments festifs en témoigne ce défilé exécuté par les récipiendaires. Cette belle fête a été aussi marquée par la présence de plusieurs hommes de Dieu et surtout une présence très remarquée de l'apôtre Bio. Le révérend pasteur Yeo Prosper a personnellement présenté la dite promotion et introduit le docteur Albert Adadé. Le docteur Albert Adadé, président du dit institut, a profité de cette aubaine pour s'adresser à l'auditoire. Après la conquête du pays promis et l'établissement de son nouveau territoire, le peuple d'Israël devait s'attacher à observer les prescriptions divines afin que le règne de Dieu soit effectif en son sein. Dieu avait en effet choisi et mis à part le peuple d'Israël pour son service, comme Dieu nous a choisi et nous a mis à part pour son service. Il y a des prescriptions divines que vous devez observer. Si vous n'observez pas ces prescriptions divines, vous
À la suite de son message, place à l'ordination des hommes de Dieu, suivi de la remise des diplômes. Les portes de cette belle cérémonie de remise de diplôme se sont refermées sur le passage du flambeau à la promotion suivante, gage de la continuité de l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Le tabernacle, la prière des fêtes de la commune de Yopougon, précisément Lokodjro, a célébré un culte spécial ce dimanche 15 mai 2016 à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Plusieurs enseignements ont édifié l'Église sur le sens de la Pentecôte. Cette célébration était placée sur le signe de l'amour et de l'unité en Christ. La célébration de la Pentecôte 2016 a eu un accent particulier au tabernacle La Pierre des Fêtes de Yopougon Lokodjro, dirigé par le pasteur David Wassa. Elle a été marquée par la présence de nombreuses églises invitées, dont les groupes musicaux ont tour à tour conduit l'église, l'épouse du Christ, dans la présence du Seigneur. La Pentecôte, qui marque l'effusion du Saint-Esprit, est pour l'Église une occasion de renouvellement de l'Alliance. Elle est un vent de restauration qui montre l'amour et la souveraineté de Dieu, mais aussi un moment qui appelle à l'unité de l'Église. Ces thèmes ont été développés par les deux orateurs du jour, le frère Samuel et l'apôtre Yao Christ. En dehors de la chambre haute, il y avait plusieurs âmes, plusieurs personnes. C'est pourquoi je vais te parler de l'esprit même de la mentalité, qui révèle ici l'unité d'esprit. J'ai pas mon message, le pasteur Wassa n'a pas son message. Quiconque ici n'a pas son message. Nous avons un seul prophète, nous avons un seul message. Il faut que la Pentecôte devienne. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À la suite des deux hommes de Dieu, le pasteur David Wassa, pasteur du tabernacle La Pierre des Fêtes, a livré au peuple un autre enseignement de la Pentecôte qui demeure le plus souvent caché aux yeux des chrétiens. Se basant sur les passages des livres, des Actes et d'Éphésiens, le pasteur Wassa a démontré que l'ascension du Christ et l'avènement du Saint-Esprit marquent l'accomplissement du plan de Dieu et le début d'une nouvelle dispensation de Dieu en l'Église. Donc la Pentecôte, c'est pas seulement la survenue du Saint-Esprit sur les 120, mais il y a bien plus que ça. Alléluia. Donc si nous regardons tout le plan de Dieu, nous on dit que la Pentecôte est l'accomplissement du plan de Dieu pour l'humanité. Pleinement édifiés, les frères et sœurs du tabernacle La Pierre des Fêtes ont accueilli ces nombreux enseignements et révélations avec des chants d'allégresse. Et pour traduire tout ceci en actes, un repas d'ensemble symbolisant l'unité de l'esprit a mis fin à la célébration de la Pentecôte 2016 au tabernacle La Pierre des Fêtes. La Maison Royale de Christ, assise dans la commune de Yopougon, a organisé ce dimanche 15 mai 2016 le culte d'installation officiel de l'an 1 de l'église. Les fidèles sont venus très nombreux pour assister à cette belle cérémonie. Suivons ensemble.
L'église La Maison Royale de Christ a adressé un culte spécial ce dimanche 15 mai à Dieu. L'installation officielle de l'an 1 de la Maison Royale de Christ a été marquée par la présence de plusieurs serviteurs de Dieu et fidèles. L'historique et les différents organes de l'église ont été présentés par le président Ngueta. L'histoire de la Maison Royale de Christ a commencé au soir de l'année 2004 dans un atelier de couture. Amen. A commencé et cet atelier appartenait à un des pasteurs, Kofi. Amen. Et c'est dans ce lieu que les cultes ont commencé. Après ce lieu, nous sommes passés à l'Aïtassi pour nos cultes. Et après quelques mois de fonctionnement, l'église va connaître un temps mort. Amen. Là encore, le culte se faisait en cellule. Étant donné que l'œuvre est suscitée par Dieu, elle va reprendre. Et maintenant, à l'école régionale de Tachli. Amen. En 2011, celui à qui Dieu a donné la vision a déménagé à Yopougon, non loin d'ici. Amen. Et c'est dans la recherche d'un lieu de culte qu'il a découvert ce terrain. Amen. Où, avec la grâce de Dieu, on a pu aménager pour servir le lieu d'adoration de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Être un phare qui éclaire le chemin qui mène vers Jésus-Christ, c'est la vision de l'Église qui est dirigée par le bishop Dr Albert Adadé. Notre vision, c'est être témoin de ce que Jésus a fait dans notre vie et de faire ainsi dans la vie des autres. Mais pour cela, il ne faut pas que l'Église reste à l'intérieur de ses murs, de ses traditions, de sa culture, mais qu'elle aille au-devant de tous ceux qui ne connaissent pas la bonne nouvelle. Notre vision, c'est amener les croyants à grandir dans la foi, pour ne pas constamment dépendre de la foi des autres. Amener les croyants à une pleine maturité, pour qu'ils ne soient plus des assistés, mais des assistants. L'orateur du culte venu du Congo-Brazzaville, l'apôtre Dr Bernard Dadier, a indiqué les facteurs possibles qui peuvent aider l'Église à aller de l'avant. Lorsque la Bible dit que toute la terre avait une seule langue, on voit ici quelque chose qui les mettait ensemble. Et c'est ce que j'appelle le principe de l'accord. And this is what I call the principle of being in agreement. Le principe de l'unité. The principle of unity. Même dans le monde profane, c'est reconnu deux valent mieux qu'un. Even in the pagan word, it is said that two are better than one. Tel que nous sommes rassemblés ici ce matin, just as we are gathered together here this morning, j'ai suivi attentivement la vision qui nous a été décrite. I have followed attentively the vision that was spoken to us. Nous ne pouvons pas arriver à réaliser cette vision si dans l'Église nous ne sommes pas d'accord, nous ne parlons pas de l'unité ou nous ne sommes pas un. L'association Praying Waves Fellowship a organisé sa rencontre mensuelle. C'est à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. 220 logements avec pour thème comment alléger la pauvreté. Ce thème a été exploité par Madame Père Okoye, président de l'ONG Helping Hands. Adoration, louange et intercession, telles étaient les premières articulations de la rencontre spéciale organisée par l'association chrétienne Praying Wives Fellowship. Dirigée par Madame Stella Okonko, cette association se réunit tous les premiers samedis du mois autour d'un thème précis. Les objectifs à long terme de ces rencontres consistent à former des femmes sur la base de la parole de Dieu pour en faire des épouses exemplaires et des sources de bénédiction pour leur famille en particulier et la société en général. Invitée pour la circonstance, Madame Perry Okoye, présidente de l'ONG Helping Hands International, a enseigné les femmes présentes sur le thème « Comment alléger la pauvreté ».
L'oratrice principale a ensuite procédé à la présentation de l'ONG Helping Hands International, dont elle est la présidente. Cette organisation non gouvernementale est engagée dans la lutte contre la pauvreté en Afrique en soutenant les plus démunis, les veuves et les orphelins à travers des remises de dons. À présent, l'actualité africaine dans ce grand journal avec la Sierra Leone, dernière session d'examen à l'école des sages-femmes qui a été sanctionnée par 70 sages-femmes qui seront déployées à travers tout le pays. Il faut aussi préciser que ce pays connaît en ce moment la plus forte mortalité maternelle au monde. C'est dans cette école de sages-femmes qu'Aminata apprend à donner la vie. Au cours d'un stage dans un village reculé, cette jeune étudiante s'est confrontée à la réticence des populations vis-à-vis des structures de santé. Une méfiance largement répandue en Sierra Leone. Les gens ne font pas confiance aux établissements hospitaliers, ils font confiance aux médicaments traditionnels. Nous les conseillons, nous leur expliquons l'importance de l'hôpital, mais certains continuent à refuser de s'y rendre et ils rentrent chez eux en se disant « je ne veux pas aller à l'hôpital ». Dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest qui compte seulement 2 écoles de sages-femmes, le taux de mortalité maternelle est le plus élevé au monde. Il est notamment dû à des grossesses précoces et rapprochées. Pour sensibiliser les femmes au contrôle des naissances et les initier aux techniques de contraception modernes, l'école de Masuba, dans le centre du pays, a adopté une démarche respectueuse des pratiques de contraception locales. Nous enseignons à nos étudiants des soins adaptés aux cultures de notre continent, car nous voulons respecter les pratiques traditionnelles. Si vous les contestez, personne ne va s'intéresser aux pratiques modernes. Donc oui, nous les encourageons en expliquant « cette pratique est bonne, mais vous pouvez l'améliorer en consultant le planning familial ». Une coopération a par ailleurs été initiée entre les sages-femmes et les accoucheuses traditionnelles. Une expérience qui s'est révélée plus ou moins fructueuse. À Malshaka, dans la structure là-bas, les femmes enceintes fréquentent la clinique prénatale, mais ensuite, elles tiennent à donner la vie avec les accoucheuses traditionnelles. 2 de nos étudiantes qui y étaient postées étaient volontaires pour mener des missions de formation et de sensibilisation là-bas, mais quand elles sont allées sur place, elles ont découvert que c'était l'accoucheuse traditionnelle qui effectuait tous les accouchements à domicile. Soutenue par le Fonds des Nations Unies pour la population, l'école de Masuba reçoit chaque année des centaines de candidatures. Un engouement pour le métier de sage-femme que l'école ne peut cependant pas absorber, faute de place. S'ils forment plus de sages-femmes et que les sages-femmes assistent à chaque naissance, cela contribuera grandement à réduire la mortalité maternelle parce que nous avons besoin de formation. Le programme que nous leur enseignons, c'est d'adopter la bonne attitude et de leur dire l'importance de cibler les défaillances dans les communautés et ainsi impliquer les communautés dans la prestation de soins aux femmes et aux enfants. Dans quelques semaines, 70 nouvelles sages-femmes fraîchement diplômées de l'école de Masuba seront déployées à travers la Sierra Leone pour accomplir le plus beau métier du monde et permettre ainsi à de nombreuses mères de mettre au monde leur enfant dans de meilleures conditions. Au Kenya, l'opposition juge la commission électorale indépendante partiale. Leur manifestation a à nouveau donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre. Au Kenya, la capitale Nairobi a été le théâtre ce lundi de nouveaux affrontements entre forces de l'ordre et partisans de l'opposition. Cible de leur colère, la commission électorale indépendante qu'ils accusent de partialité en faveur du président Uhuru Kenyatta. Or, cette instance est chargée de superviser les prochaines élections présidentielles et parlementaires qui auront lieu dans un peu plus d'1 an. Uhuru Kenyatta devrait alors briguer un second mandat. Le leader de l'opposition, Raila Odinga, qui avait perdu lors de la dernière présidentielle en 2013, réclame le renvoi des membres de cette commission. C'est la 3e fois en moins d'1 mois que ses partisans descendent dans la rue et se heurtent aux forces de l'ordre. La police a fait usage de canons à eau, de gaz lacrymogène et de matraques pour disperser les manifestants. Une quinzaine de personnes ont été interpellées. Une terrible sécheresse s'abat actuellement sur le Zimbabwe dû à un manque criard d'eau
et aussi de récolte. Et pour pallier à cela, le Zimbabwe a décidé de mettre en vente ses animaux sauvages afin de récolter des fonds qui, selon l'ONU, s'élèvent jusqu'à 250 millions d'euros. Pas assez d'eau, pas assez de récolte. Le Zimbabwe fait face à une terrible sécheresse. Selon l'ONU, le pays a besoin de 250 millions d'euros pour nourrir 4,5 millions de personnes. Alors pour récolter de l'argent, le Zimbabwe a décidé de mettre en vente ses animaux sauvages. Le pays espère ainsi leur sauver la vie. Nous n'avons pas assez d'eau pour prendre soin de nos animaux sauvages et nous n'avons pas non plus les pâturages nécessaires. Dans certaines zones, nous savons donc que l'on risque de perdre des animaux. Le gouvernement s'est uniquement adressé aux acheteurs locaux, mais la perspective de voir partir des animaux à l'étranger inquiète. Au niveau national, je ne vois pas qui au Zimbabwe aurait assez d'argent pour acheter des animaux sauvages. Si nous les exportons, si tout cela n'est qu'une excuse pour les exporter à l'étranger, alors je crois que c'est un gros problème. Parce que la place de ces animaux est ici, en Afrique. Ces animaux, c'est notre héritage. Il y a plusieurs mois, le Zimbabwe a annoncé la vente d'animaux sauvages à la Chine, une transaction qui, pour les ONG, les condamne à une vie entière de traitements inhumains. En Indonésie, du tourisme pour se remettre d'un volcan debout 10 ans après qu'un village de l'île indonésienne de Java ait été englouti par un volcan de boue. Des habitants qui ont tout perdu vivotent aujourd'hui après que cette catastrophe soit devenue maintenant une attraction touristique. Sur son chemin, Arwati n'a plus qu'un océan de boue. Ici, s'étendait une ville animée de Java jusqu'à ce qu'elle disparaisse sous des torrents de lime crachés par un volcan il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle conduit les touristes sur les lieux de la catastrophe et gagne quelques dollars par jour. Là-bas, c'était mon village qui s'appelait Siring. J'étais une femme au foyer, mais ma ville a été engloutie et ensuite on a eu toutes sortes de problèmes. Il n'y avait plus de travail et je suis devenue une réfugiée. L'éruption a fait 44 000 déplacés dans la région. Le geyser projette encore l'équivalent de 10 piscines olympiques de terre et d'eau chaque jour. Une vraie curiosité touristique. J'étais très intrigué, je voulais vraiment voir l'ampleur de la boue après avoir entendu que de nombreuses maisons avaient été ensevelies. C'est l'une des pires catastrophes écologiques et économiques d'Asie du Sud-Est qui a fait disparaître non seulement les villages, mais des pans entiers de l'économie locale. L'origine de l'éruption fait encore débat. Pour certains, c'est à cause d'un tremblement de terre 2 jours plus tôt. Pour d'autres, ce sont les forages de la société gazière Lapindo Brantas qui a dédommagé les victimes sans toutefois reconnaître sa responsabilité. On a déjà compensé 95% des gens dans cette zone, conjointement par Lapindo et le gouvernement indonésien. Une zone d'exclusion de 20 km a été tracée autour du volcan, mais les dégâts ne s'arrêtent pas là. Des métaux lourds ont été détectés en grande quantité dans les rivières environnantes et les champs sont contaminés. Autant de risques à long terme qui ne seront pas effacés par les compensations financières. Terminons ce grand journal avec du sport, l'arbitrage au football. Nous découvrons à présent les règles de l'arbitrage dans ce sport qu'est le football. Il faut préciser que ces règles ont beaucoup évolué en un peu plus d'un siècle d'histoire. Suivons cette vidéographie. À son origine, au 19e siècle en Angleterre, le football est censé être un sport de gentlemen. Les capitaines doivent pouvoir maintenir seuls l'ordre dans leur rang. Mais cette vision utopique du ballon rond fait long feu. Pour remettre de l'ordre sur le terrain, les équipes sont d'abord chargées de désigner chacune un arbitre, appelé umpire. Mais les conflits demeurent et l'intervention d'un tiers s'avère indispensable. Ce troisième homme, c'est le referee, aujourd'hui l'arbitre central. À partir de 1891, il a seul autorité pour exclure des joueurs et bientôt siffler les pénaltys. Il est aussi autorisé à entrer sur le terrain. Les umpires deviennent des juges de touche. Postés le long des lignes extérieures du terrain, ils sont chargés de signaler les sorties du ballon, les buts ou des fautes qui auraient échappé au referee. Car les trois arbitres, aujourd'hui la plupart du temps assistés par un arbitre supplémentaire derrière chacun des buts dans les grandes compétitions internationales, n'ont que leurs yeux pour surveiller le jeu. À l'inverse du rugby, pas le droit de s'appuyer sur un ralenti télé pour voir ou revoir une action, siffler une faute et sanctionner un joueur.
L'introduction de la vidéo pour les aider dans leurs tâches reste ultra controversée et n'est autorisée que sur la ligne de but et seulement depuis le Mondial 2014 au Brésil. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal qui vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction de Béni TV. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.